Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et on commence. Monsieur Messon, Oui. étant conscient que ceux qui ont été arrêtés n'ont pas été jugés et libérés, il est grand temps de dire au peuple togolais que ce n'était pas une grâce présidentielle et qu'ils étaient dans leurs droits et que ça ne leur revient pas à eux de pouvoir écrire et dire au président de la République merci. Merci pourquoi? Merci de nous avoir arrêtés arbitrairement. Et ceci, il y a quelque chose qu'on doit souligner, ça a dû être en fait la bataille de tous ces jeunes Togolais conscients de leur avenir aujourd'hui qui se sont levés et qui ont dit non. Tu vois? Donc il est grand temps qu'au lieu qu'on aille au fait qu'on cherche au fait à donner au fait toute responsabilité au fait au M66 et tout ça, qu'on apprenne au fait à éveiller la conscience des gens que dire non, c'est aussi notre droit. Et que quelqu'un ne peut pas se permettre de nous maltraiter, de nous emprisonner comme il veut, et par la suite nous dire que nous devons lui dire merci. Et maintenant, toutes ces personnes-là qui sont sorties de la prison, nous sommes très fiers parce qu'ils sont sortis, mais ce n'est pas une grâce présidentielle, ça a dû être l'éveil de la conscience du peuple qui a amené au fait ces personnes aussi à être libérées. Nous sommes fiers de la sortie de nos frères, nous allons continuer de nous battre pour la sortie de ceux qui sont dedans, nous allons nous battre pour la justice au Togo. Et chaque Togolais doit prendre conscience de ça. Merci pour la précision. Alors, je rappelle que moi, je ne suis pas dans une posture d'éveiller les consciences. C'est pour ça que j'invite les gens qui sont écoutés. Quand moi, j'ouvre un live, il y a 17 personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Mais quand je donne la parole à des gens comme vous, quand je donne la parole à des gens comme Nicodème Abia, quand je donne la parole à des gens comme le papa de notre sœur Farida Nabourema, quand je donne la parole, par exemple, à des gens comme la marraine, qu'on connaît tous, quand je donne la parole à des gens qui ont une voix qui compte, il leur appartient, quand ils viennent ici, de distiller leur message à travers mes questions. Je ne suis pas là pour, encore une fois, poser des questions mal à l'aise, qui dérangent ou pas. Mais mais ça, on ne te blâme pas, hein, pas du tout. Non, on répond à ta question. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai suivi aussi la sortie que vous avez faite avec notre cher frère antillais, Steve Rouard. C'était le 24 janvier dernier. Quelle déduction en avez-vous avec le recul? Il a dit aussi qu'il n'en voulait pas à Fort Yacimbe. Ça vous a choqué? J'ai vu qu'il y avait un échange un peu... Bon, j'ai vu que Togbevi PC était quelque peu gêné qu'il réponde cela. Vous étiez choqué quand il a dit ça? Bon, vous savez, pour ce live-là, vous allez voir que Steve a condamné ces gens-là, mais au même moment, il ne veut pas trop, parce que faut savoir qu'il a dit que M. Adjoulouvi était l'ami de quelqu'un de sa famille, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, il avait un proche qui connaissait bien... Moi, je pense que c'est plus la pression familiale qui lui fait dire ça, parce que c'est pas vraiment le vrai combattant qui était sorti dans la rue qu'ils ont arrêté, vous savez. Exactement. C'est ça, donc, moi, personnellement, et puis M66, on n'a pas vraiment pris ça au bien fâché ou bien au premier degré, non, parce que, à voir tout ce qu'il a dit, il y a M. Adjoulouvi qui a intervenu, c'est lui-même qui l'a mené à l'aéroport. Donc, la moindre des choses qu'il essaie de faire, c'est d'être reconnaissant, de ne pas trop gâcher le mangement de M. Adjoulouvi qui a un lien dans sa famille, tu vois. Donc, je pense que tous ces mots-là, je pense que c'est des trucs qu'on lui a peut-être placés pour dire, ben, quand tu vas dans le live, sois modéré, faut pas dire. C'est que moi, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas voulu dire la fois passée. Oui, bien sûr. Je suis très convaincu parce qu'il ne voulait pas trop aller dans les détails dans certaines choses. Exact, mais vous lui avez dit que pourquoi est-ce qu'il ne parle pas et qu'il se retient? Moi, j'ai suivi le live, donc c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai bien vu que vous étiez un petit peu gêné. Exactement, parce qu'il a même bien précisé que Claudicia travaillait pour Fort Yacimbe. Oui, c'est ça. Claudicia aussi était l'un de ces quelque chose. Donc ça fait qu'il a trop de membres de sa famille importants qui sont avec le régime, ou bien qui sont un peu liés au régime, qui ont œuvré pour sa libération, ce qui fait qu'il est un peu dans l'obligation d'être un peu centriste, de ne pas trop kikiner un peu le régime, ce qui fait qu'il a fait des témoignages, mais il était un peu plus réservé. Donc ça, bon. C'est normal. Vous voulez, on voulait pas. Ok, alors là, cette question, je vais la poser à Togbevi PC, parce que lui aussi, il a eu à participer avec dans un live houleux avec monsieur Abebi Abdul Razak, chez Joël, notre frère béninois. Lui aussi dit remercier le PCM. Cela vous a vexé profondément qu'il n'ait pas remercié le M66. Togbevi PC, vous vous rappelez de cet échange? Oui, bien sûr. En fait, voilà, ce qui m'a vraiment gêné, c'est pas le fait de ne pas avoir remercié le M66. C'est d'avoir, entre guillemets, insulté surtout Madame Niakate. Parce que il faut dire que c'est Madame Niakate qui est sortie dénoncer certaines choses, qui a demandé la libération des prisonniers politiques. Et ces mêmes prisonniers politiques qui sortent, qui remercient leur gourou, celui-là même qui a fait enfermer Madame Niakate, les gars, ils sortent et ils les remercient. Mais voilà, moi je prends ça comme une insulte envers vraiment Madame Niakate.
Effectivement, je me rappelle que vous lui avez donné un parallèle, hein, un exemple en lui disant, mais toi qui es là, tu dis ça. Imagine que tu achètes une moto toute neuve et que tu mets ta moto devant chez toi, on vient te la voler et le voleur, il te la ramène 7 ans après. Est-ce que tu vas le remercier comme tu es en train de remercier Voilà. le PCM? Voilà, exactement. Je faisais allusion à ces 7 ans de prison perdus. Il n'a même pas été condamné. Hein. On l'a juste jeté en prison. Et on le ressort quand ils ont envie de le ressortir. Normalement, c'est pour ça qu'au Togo, il n'y a même pas la loi, il n'y a même pas la justice. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ça, normalement, à chaque fois, on doit dénoncer ce genre de situation. Vous avez bien fait. Et je crois que vous lui avez posé la question de savoir s'il avait été dédommagé. Il ne voulait pas répondre. Oui, je pense que c'est Laga qui a posé cette question. Qui lui a posé la question, oui. Oui, voilà. On sait tous qu'au Togo, il n'y a pas de dédommagement en termes de quand la justice a failli, on ne dédommage pas la victime. Alors, on le sait tous. Oui, c'est très malheureux. Alors, bon, j'ai vu que vous aviez tiré une certaine fierté hein, quand les prisonniers ont été libérés. Est-ce que vous vous êtes dit que le discours ou les discours de quelques panafricains lors du congrès de novembre, qui eux aussi avaient appelé le PCM à faire un geste envers les prisonniers, n'est pas compté pour vous? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, non, vas-y. Ok, bien sûr que ça aussi, ça a compté. Je ne me rappelle pas du nom exactement de monsieur. Je ne sais plus de quel pays. Il était de la Guinée-Conakry. Et puis voilà, l'autre, je m'en souviens plus. Mais celui principal qui a retenu notre attention, c'était celui de la Guinée-Conakry. Oui, voilà, j'ai oublié son nom. Vraiment, son discours nous a vraiment plu. Et exactement ça aussi a contribué aussi à nos efforts pour la libération des prisonniers politiques. Pour vous, c'est une petite attends, je vais victoire. rajouter pour les prisonniers. Ah oui, allez-y. Ce que je vais rajouter que la libération des prisonniers politiques, il y a le M66, mais il faut savoir qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Même tous ces gens qui ont partagé les vidéos sur TikTok, qui ont tagué les institutions internationales. Tous ces gens-là, c'est un travail ensemble. Nous, on ne prend pas le crédit seul que c'est à cause du M66 seulement qu'ils ont libéré les prisonniers politiques. C'est tout le monde. Toute la société civile qui dénonçait les trucs arbitraires depuis les droits de l'homme au Togo, dans le monde. Tous ces gens-là, tous ces organismes-là au Togo, à l'international, tous ces Togolais-là qui sont restés sur leur téléphone à publier, à taguer l'UNICEF, ONU, tout le monde. C'est un travail ensemble. C'est une victoire ensemble. C'est une victoire collective. C'est cette même victoire qu'on essaie de faire quand le jour où on va réussir à le faire. Aussi, on va dégager Fanya Singbe. C'est la même chose, c'est dans le même sillage. Donc, c'est juste pour ajouter ça. Merci beaucoup. Pour vous, c'est une petite victoire en attendant la libération du Togo? Bien sûr. Psychologiquement, ça fait du bien à beaucoup de monde parce que ceux qui déjà s'essoufflaient se sont dit, il y a un petit résultat. Ça fait que beaucoup de gens ont repris confiance que ce qu'on a fait là en 6 mois, si on a pu avoir au moins la libération des prisonniers politiques, si on continue dans 1 an, ça peut donner quelque chose. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène psychologique que ça a donné aux gens dans la lutte, les gens qui s'essoufflaient, qui ne croyaient plus. Ils ont vu que ensemble on peut faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est une très très bonne chose. Excellent. Alors, vous êtes en danger permanemment depuis votre efflorescence, hein, l'arrivée dans cette lutte. Vous avez pris la mesure de cette menace et avez-vous peur? On a su dernièrement qu'il y avait eu des attaques spirituelles hein, contre différents membres du M66. Comment vous allez déjà en termes de santé et est-ce que vous avez vraiment conscience de ce danger qui est quotidien? Bien sûr. On sait qu'on s'habille dans quelque chose où c'est très dangereux. Tous on sait même en rentrant à la maison, quand il fait nuit, il faut toujours regarder derrière, il faut checker s'il n'y a pas une voiture qui te suit, tu vois. Et puis, il y a certaines parmi nous qui ont changé d'appartement et puis ils essaient de fréquenter moins les Togolais. On a pris des dispositions un peu il y a certains qui ont placé des caméras, tout ça, pour voir un peu, pour être plus en sécurité, parce qu'on sait qu'on est vraiment en danger. Sinon, on sait que dans ce qu'on s'est mis, c'est très, très, très dangereux pour nous. Donc ça, il ne faut pas qu'on se dise la vérité. C'est quelque chose de vraiment flippant, mais on est déjà mouillé, comme j'ai dit. Il n'y a plus le temps de reculer en arrière, on s'est déjà lancé. Ça passe ou ça casse, on n'a pas le choix. En tout cas, merci pour votre engagement au nom du peuple togolais. Vous produisez des lives avec jusqu'à 30 000 auditeurs par moment. C'est énorme. Qu'est-ce que cela vous inspire et pourquoi le peuple ne suit pas vos appels? Vous êtes déçus? Non, vous savez, sur un live et descendre dans la rue, quand il y a beaucoup de militaires que tu risques d'être emprisonné 15 ans, 20 ans de prison, c'est 2 trucs différents. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est ce qui explique. Sur notre live, c'est pas la même chose quand tu descends dans la rue, quand il y a des manifestations. Vous savez? Le peuple togolais, un peuple qui a été torturé physiquement, mentalement depuis 60 ans. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on voit même déjà un soldat, on a peur. Donc c'est cette peur-là, quand on pense que c'est cette peur-là qui fait que toutes les manifestations, les gens ont vraiment envie de sortir, mais la façon dont le pays est miné,
Parce que quand les trucs se passent, les gens ont peur d'être battus, d'être tués. Et puis le régime comprend ça. Dès qu'il y a une manifestation, ils mettent tu vas voir les premières manifestations, ils font de la barbarie pour choquer les gens psychologiquement. Et ils savent que quand ils vont faire ça, les images vont passer, quand les gens vont le voir, ça va casser le courage de tous ces gens-là qui sont restés à la maison, mais qui ne sont pas sortis, ou bien qui envisagent sortir. Ce qui fait que, la façon dont ils ont tué les gens dans la rivière, ils ont arrêté des gens, ça fait que ça a cassé psychologiquement, ça a cassé les gens, ça a mis plus de peur dans la tête des gens, ce qui fait que c'est ça qui empêche les gens de sortir. Maintenant, pour remédier à ça, c'est sans dire, il faut la masse. Il faut arriver à convaincre le Togolais à se transcender, à transcender cette peur-là qui nous gagne depuis 60 ans. Le jour où on va arriver à faire transcender cette peur-là des Togolais, vous allez voir, ça serait explosif. Donc c'est ce travail aussi qu'il faut faire psychologiquement sur les Togolais pour qu'on arrive à faire disparaître cette peur constante-là en nous. Vous voyez, c'est ce que j'aime un peu chez les musulmans. Pour faire une parenthèse, tu vois, les musulmans, déjà, culturellement, les musulmans sont des gens qui n'ont pas peur de la mort, je sais pas un exemple. Tu vois? Donc, dans leur culture, déjà, les musulmans, si c'est qu'il a raison, même tu peux prendre un couteau, le musulman, il peut sortir, il n'a pas peur, ce qui va arriver va arriver. C'est culturel. C'est ce qui fait que dans les pays de l'AES, quand il y a des révolutions, c'est plus facile parce que les musulmans, quand tu tires une balle, c'est maintenant eux, ils sortent. Parce que eux, culturellement, dans leur tête, leur foi, ils savent que quand tu te bats pour un truc noble, tu vas au paradis. Tu vois? Donc, côté culture aussi, c'est quelque chose qui nous rend un peu faible, mais on a foi que le jour où on va réussir à faire transcender cette peur-là dans la tête des Togolais, on aura nos objectifs. Merci beaucoup. Excellent. J'aime votre réponse et ça me permet de rebondir. Est-ce que vous pensez que notamment l'homme noir en général et le Togolais en particulier n'ont pas suffisamment l'esprit du sacrifice dans leur ADN? Bon, je ne voyais pas ça comme on n'a pas un esprit de sacrifice. Je dirais plutôt, le Togolais, on est habitué, on est élevé dans le pacifisme. Tu vois? Nous, les Togolais, on n'est pas habitué à la violence, on n'est pas habitué à même l'éducation, même à la maison, par rapport aux autres pays. Vous allez voir que les Togolais, on est toujours plus éduqués, je peux dire, on a plus de bonnes mœurs que beaucoup de pays dans la sous-région. Donc tout ça là aussi, ça fait que le Togolais préfère souffrir et rester dans son coin. Culturellement, on est habitué à ça, peu importe, que de se lever pour ses droits, ou bien pour se défendre, n'importe quoi. Il va dire, ah, laisse tomber, c'est pas grave. Maoulawe. Nos mamans ont toujours dit ça depuis des années. Et puis, Maoulawe. Donc, c'est tout ça là qui fait qu'au Togo, on a du mal quand il s'agit de se lever et de prendre ses responsabilités. Culturellement, on n'a pas été éduqué comme ça, on n'est pas habitué à ce genre de trucs. Moi, je trouvais ça plus ce côté culturel là qui est bon, normalement, mais qu'aujourd'hui, dans la lutte, nous fait un peu défaut. Non, c'est ce que je te dirais. Vous pensez que les Togolais comprennent le message que vous émettez à leur endroit? Ou ça a du mal à arriver et surtout à être compris comme vous l'envoyez? Est-ce que vous avez ils comprennent bien. Sinon, on n'aura pas des 30 000 personnes connectées, des 40 000 personnes connectées. C'est parce que quand on fait les appels, les Togolais ont confiance en nous et quand on les parle, ils comprennent. C'est pour ça qu'ils sont toujours là, derrière nous. C'est le peuple c'est à cause du peuple que le M66 a cet impact là aujourd'hui. Si nous ne comprenons pas, ça fait longtemps qu'il y a une friction entre le M66 et le peuple. Donc, tant que le peuple sera derrière nous, c'est parce que le message qu'on passe, ils écoutent, ils comprennent. Parce que tu comprends. Donc, alors, parfois, votre posture est très dure envers les Togolais. Il faut les vexer par moments pour créer un électrochoc, une prise de conscience. Il faut être dur avec eux. Bon, je pense que oui. Parce que je pense que quand on veut mobiliser les Togolais, il y a certaines personnes qu'il faut mobiliser de façon, c'est pas de façon, je veux dire, douce. Et certains, il faut vraiment les choquer pour pouvoir les révolter. Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire par moment. On le fait par des dénonciations et puis par moment, on prend des faits et puis on va un peu pour choquer, un peu plus pour les réveiller. Tu comprends? Je pense que les deux marchent bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, si je prends le cas des marchés d'Agoué, tout ça, là, on appelait les femmes à depuis 20 ans, les marchés sont comme ça, il n'y a même pas des bornes d'incendie. Levez-vous, tout ça, levez-vous, tout ça, la main. Ça ne marchait pas. Mais le jour, on a failli les dégager. Quand on a pris la parole, on a dit, vous voyez, si vous voyez, on vous a appelé, on les a fait ça bien que vous n'avez encore rien vu, tout ça là. Vous avez vu, ils se sont levés, les mamans se sont levés. Et puis ils ont dit aujourd'hui, là, soit on va les dégager tout, soit on va les tuer. Et puis vous avez vu, ils ont eu gain de cause, on les a laissés rester là. Donc, parfois, c'est nécessaire. Ça dépend des conditions. Parfois, je pense que c'est nécessaire. C'est surtout Zaga qui arrive à bien faire ça par moment. Alors, on sait que vous avez des conseillers à vos côtés, des avocats notamment, des politiciens et quelques personnes de la société civile. Vous avez appris beaucoup de choses avec eux sur le plan politique, par exemple? Bon, voilà. Je vais passer par cette émission pour clarifier quelque chose. On entend beaucoup de droite et gauche que M66 est baqué par des politiciens. D'abord, ça, c'est faux. On n'a aucun politicien derrière nous parce que si jamais on met un politicien derrière nous, c'est aller à l'encontre de ce que nous avons dit. On dit qu'on n'est pas un parti politique. On ne veut pas qu'un parti politique se ferait un chemin, profite de la lutte. On ne peut pas
être au même moment conseillé par un politicien. Tu comprends? Oui, on a les gens des grands frères qui sont derrière aussi, qui nous donnent des conseils, mais eux tous ne sont pas des politiciens. C'est les gens qui ont fait la lutte avant qu'eux aussi soient à l'exil, qui sont comme nous aujourd'hui, qui croient toujours qu'un jour ils vont rentrer dans leur pays et le régime va tomber. Qui nous parlent de ce qu'ils ont eu à faire, comme les professeurs ici, fous, des gens comme ça. Ils nous donnent ce qu'ils ont fait là, ils ont échoué, les erreurs qu'ils ont fait. Ils disent, ah, mes frères, ça ne fait pas comme ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on avait fait, ça n'a pas marché. Et je vous dis, eux, ils nous disent ce qu'ils pensent. Mais les décisions viennent toujours des cellules de M66. Donc quand les gens disent que les policiers sont derrière nous, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est vous qui tranchez en définitive. C'est toujours le M66 qui décide quoi faire. C'est toujours le M66 qui décide quoi faire. On n'a pas... On peut recevoir ce que les gens pensent. Les gens peuvent nous dire, on pense que ça, c'est ça. Des fois, même nous-mêmes nos lignes aux gens qui montent et puis ils parlent. Mais à la fin, c'est nous qui décidons quoi faire. C'est nous qui savons et sachons quoi prendre et quoi laisser. Donc, il n'y a personne qui nous guide ou bien il y a un politicien derrière nous. C'est archi faux. Excellent, c'est bien de le clarifier. Alors, ces derniers temps, les partis d'opposition, notamment l'ANC, pour ne pas les citer, ont été beaucoup attaqués. Vous êtes partisan d'arrêter ces genres d'attaques envers les partis politiques qui s'est beaucoup vu sur la toile ces dernières semaines? Oui, pour les partis politiques, comme j'avais dit avant, vous savez, nous, le M66, comme je le dis, on veut travailler avec tout le monde. Et je vous avais même dit qu'on a approché les partis politiques plusieurs fois pendant ces 6 mois pour travailler avec eux ensemble. OK? Mais ça ne veut pas dire que les partis, ça ne veut pas dire que le M66, chaque fois que les militants d'un parti vont nous attaquer, vont nous insulter, tout ça, le M66 va se taire chaque fois. C'est ça que je vous dis qu'il y a des soldats de M66 qui peuvent répondre. Vous comprenez? Mais notre approche première, ce n'est pas d'aller en clash, ce n'est pas d'insulter, d'attaquer les partis politiques. Parce qu'on se dit que pour que ce truc marche, on a besoin de tous les Togolais le plus possible, le plus petit même qui soit-il. C'est ensemble qu'on doit arriver. Mais s'il y a des gens qui nous attaquent et on voit que c'est pour plus ralentir la lutte, mais à un moment donné, nos soldats vont répondre. Donc, c'est ça, je vous dis que oui, on ne veut pas attaquer quelqu'un, on veut rassembler, mais ça n'exclut pas que si on est attaqué à un moment donné, que nos soldats aussi répondent. Donc, vous êtes partisan de rendre coup pour coup si tant est qu'on vous donne des coups? Oui et non. Ça dépend de quel coup. Tu comprends? Si c'est des coups pour vraiment nous déstabiliser ou bien pour vraiment détruire le M66, c'est sûr que nous aussi on va attaquer. C'est sûr que nous aussi nos soldats vont répondre. Mais si c'est des petites incompréhensions qu'on peut régler, il n'y a pas de problème, on va les régler. Et puis on va continuer le chemin ensemble. Vous comprenez, c'est ça. Excellent. Alors, pourquoi vous n'organisez pas un live univoque mémorable qui rassemblerait tous les Togolais de quelque bord que ce soit? Une sorte d'appel national, patriotique, au courage, à l'honneur, au sursaut. Mais on peut le faire, nous on est ouvert à ça, mais est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il y a tellement d'ego dans cette lutte que c'est sûr que même quand on va vouloir l'organiser, je suis sûr à 100% que ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'il faudrait faire d'abord un travail individuel avec chaque groupe et quand tout ce travail-là sera fait, avant de mettre tout le monde ensemble. Parce que tu n'es pas sans savoir que non seulement, c'est pas seulement le M66 avec des gens qui ont des problèmes, il y a même d'autres mouvements parallèles qui ne s'entendent pas. Il y a des mouvements même qui sont deux ensemble, distincts de nous, qui ont des problèmes, des partis politiques entre eux qui ne s'entendent pas. Donc le jour où tu vas les appeler ensemble, lui il va voir que lui il est dans ce qu'on veut faire, ils vont dire non, ils ne seront pas là, lui aussi va dire ils ne seront pas là à cause de lui. Donc dans l'atmosphère même politique du Togo, quand on parle de l'opposition approche à cibler tout ce qui est mouvement, tout ça, il y a beaucoup de rancune dedans. Ce qui fait que c'est ça même qui empêche le rassemblement qu'on cherche. C'est pas seulement du côté M66, même des partis politiques ne s'entendent pas, des mouvements ils ne s'entendent pas. Donc ça serait difficile. Je pense que le travail, c'est d'abord faire un travail sur le terrain, un à un. Genre, on prend quelqu'un, on travaille avec lui, on se dit, on arrange. Quand après on prend les deux personnes qui s'entendent pas, on arrange avant d'aboutir à ça. Si on lance un live demain, tout le monde ne sera pas là. Je te garantis à 100%. Alors, est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez donné, par exemple, des quitus officiels à ces soldats de répondre contre les attaques? Bon, quand on dit qu'est-ce que tu as pas quitus, nous, on a nos gens, on a nos membres du M66, ok? Si on est attaqué, eux, ils répondent, comme les soldats. Instinctivement. Oui, ils répondent maintenant. Si on voit qu'ils répondent, et puis à un moment donné, on voit que bon, là c'est bon, là on peut les appeler pour dire, bon les gars, bon c'est bon, laissez comme ça, c'est bon, ne répondez plus, laissez les faits aussi, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Toi tu comprends? C'est ça. Très bien. C'est ça en fait. Oui. Mais nous, les premiers approches, c'est pas d'attaquer. Ce n'est jamais d'attaquer. Nous, on est toujours dans le rassemblement. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est rassembler. Mais ça pas dire qu'on va se laisser faire, on va se laisser traîner dans la boue jusqu'à un certain niveau. Donc c'est ça l'amalgame qu'il faut faire. Merci. Tok Baby PC, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être?
Non, 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 je n'ajoute rien. Il a très bien répondu. D'accord. Père Dieu, tu voulais ajouter quelque chose? Faux Père Dieu, tu es là? Non. Alors, cette lutte va durer longtemps pour vous. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Vous avez eu envie de prendre du recul ou de passer à autre chose, abandonner? Ça vous a Je traversé suis là, l'esprit? je suis là. Bon, pour cette question, je dirais, comme je l'ai dit, même si tu abandonnes aujourd'hui, tu es déjà mouillé. C'est pas que si tu abandonnes aujourd'hui, tous les charges, bien tu peux rentrer à Lomé, tous les dangers qui courent sur toi vont s'arrêter. Non. La preuve qu'il y a des grands frères qui sont dans la diaspora, qui ont fait les luttes il y a 30 ans, ils ne font plus, mais ils ne peuvent pas rentrer aujourd'hui, ils sont toujours en exil. Donc, vous l'arrêtez ou pas, tu as les mêmes conséquences. Donc, à quoi bon d'arrêter? Donc, nous, au M66, on ne peut jamais arrêter cette lutte. Oui, dans chaque lutte, il peut y avoir des moments où on est un peu moins présent parce que des parties psychologiques, parce que des trucs personnels, mais on ne va jamais arrêter cette lutte. Par moment, vous pouvez voir qu'on est un peu en baisse, on est là, ils sont plus trop comme avant, et puis hop, ça peut reprendre. Donc, il peut y avoir des fois des variations de vitesse, mais on ne va jamais arrêter cette lutte tant qu'on n'a pas les résultats escomptés. Donc, c'est un peu ça. Je disais à Faux Père Dieu, tu interviens quand vous voulez, Ouais, je hein, suis vous là. intervenez quand vous voulez. Hein. Vous Ouais, intervenez ouais. quand vous voulez. Hein. Y a pas de N'hésitez souci. pas. Hein. Ok. Top Baby PC, vous voulez dire quelque chose? Oui, 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 je voulais Allez-y. rajouter un petit coup. Oui, voilà, exactement. Il peut y arriver à des moments de flottement, un petit coup de mou, mais ça peut repartir à n'importe quel moment. La lutte, elle est pas physique, mais elle est mentalement très fatigante. Mais il n'est pas question d'arrêter. Voilà, on est toujours motivé, rester dans la conscientisation, encourager, dénoncer, pour pouvoir aller jusqu'à la victoire finale. Soit ainsi. Oui. Moi, je vais arrêter pour aller où? Est-ce que Ford Nsingbe est déjà parti du pouvoir? Non, on ne peut pas arrêter. Parce que, est-ce que nous allons arrêter parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des écoles, nous avons des universités. Nous allons arrêter parce que Ford Nsingbe a laissé tomber la 5e République et a déposé sa démission? Non. Donc, à partir du moment où nos revendications ne sont pas atteintes et que le peuple togolais continue de souffrir martyr, on arrête pourquoi? On n'a même pas intérêt à arrêter. Et le plus important aujourd'hui, moi, ce que j'ai bien envie que le peuple togolais, l'opposition, les partis civils et autres puissent comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent nous rassembler que de nous diviser. Et ça, c'est le plus important. Et au plus tôt, chacun d'entre nous, on va travailler dans les mêmes directions. Quand je dis chacun d'entre nous, tout Togolais qui a soif de la liberté, tout Togolais qui a soif d'un Togo nouveau, à partir du moment où nous tous nous allons prendre conscience et nous lever, je pense que le boulot va être beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous. Parce que en dehors de ça, que ce soit les partis politiques, la société civile, tout le monde et le peuple, dans sa généralité, vit le martyr. Donc nous avons tous intérêt à vite finir ce combat. Et la fin de ce combat va être le jour où le peuple togolais va prendre véritablement conscience de son état, dans son entièreté. Ou quand on va voir des panels, on va voir beaucoup plus de panels de jeunes Togolais conscients de la situation togolaise, qui se sentent capables de pouvoir parler de son pays, de dénoncer, et un jour arriver au fait à cette révolution populaire-là pour enlever ce régime soixantenaire sanguinaire qui tue au fait de peuple. Excellent. Alors, je le disais un peu plus tôt, hein, quand bien même que vous soyez en danger constant, êtes-vous prêt à rallier le territoire national le cas échéant? Si nous avons les rapports de force. Si vous aviez les rapports de force, c'est-à-dire? Vous comprenez ce que j'ai dit? Aujourd'hui, si nous avons les rapports de force, si nous avons les rapports de force qui nous permettent d'être sur le territoire et de faire face à ce régime, oui, nous allons le faire parce que nous avons mis notre vie dans ce truc. La vie de tout un combattant est déjà engagée dans ce truc. Donc si les rapports de force sont là et que il faut chaque Togolais, chaque combattant sur le terrain, je pense que l'Europe, les États-Unis vont se vider pour pouvoir sauver au fait le Togo. Bien sûr. Faut... Kodjovi, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il a très bien répondu, c'est correct. Que pensez-vous de la diaspora et de la façon dont elle mène la lutte sur la toile? Quel est votre sentiment profond? C'est à moi? Vous savez, moi je pense que la diaspora joue son rôle, hein, parce que vous savez, il y a un moment, beaucoup de la diaspora ont été des gens qui ont fait cette lutte-là avant nous et qui ont fui, qui sont en exil aujourd'hui. Vous savez, donc, quand ils voient comme les jeunes comme ça, raviver cette flamme, c'est une lueur d'espoir pour eux. C'est pour ça même ces grands frères dont je vous ai parlé nous donnent des conseils, ils disent ce qu'ils pensent pour qu'on aussi, on passe pas des erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc cette diaspora-là a soif d'un Togo nouveau, a soif de rentrer dans son pays. Donc moi je pense que la diaspora joue son rôle qu'il peut jouer. Vous savez, parce que être ici avec sa famille, tout ça, avec les stress d'ici, on n'a pas le temps, tout ça, et voir comment nos manifestations, les gens sont sortis, on voit que la diaspora aussi est prête, veut un changement, veut quelque chose. Mais on est à l'extérieur, nos forces sont
limité. Mais je pense que moi, dans l'entièreté, la diaspora joue bien son rôle. Quand on les appelle à des manifestations au Togo, à la diaspora plutôt, ils sont présents, ils jouent leur partition. Moi, je suis quand même satisfait. Satisfait. Bien. Vous avez des militants, des adeptes, des guerrieros et des fanatiques. Vous avez aussi des opposants, des détracteurs et des ennemis. N'est-ce pas trop clivant, trop conflictuel pour espérer un soulèvement populaire qui, lui, au contraire, a besoin d'être ensemble, solidaires et unis? Bon, tous ces gens que tu appelles opposants, nous, on veut dégager un système. On n'est pas un parti politique. On est juste le peuple. Mais automatiquement, on ne voit même pas pourquoi on doit avoir des opposants. Mais si tu es opposant, c'est parce que c'est un problème de leadership. Il y a certains ils se disent que si ce n'est pas moi qui suis devant, ça ne sera personne. Parce que pourquoi avoir de l'opposition si on n'est même pas un parti politique? C'est pas qu'on veut chasser fort et prendre la place du président, alors que tu as un parti politique. On n'est même pas un parti politique. Nous, on est juste un peuple. On veut juste œuvrer ensemble pour chasser fort et Donc, même la question ne devrait pas être posée d'avoir des opposants. Oui, on peut avoir des petits, peut-être, on peut ne pas être d'accord sur certaines manières de faire. Peut-être lui peut dire que, bon, moi je pense que, bon, si on fait la marche comme ça, si on fait la marche de cette façon, si on organise plutôt comme ça, oui, on peut avoir cette différente position d'idées. Mais dire que tu es opposant à M66, mais ça montre que toi-même, tu sais pas ce que tu fais. Parce que nous, on n'est pas opposant à quelqu'un. On ne vient pas ici dire que ce mouvement n'est pas bon, ou bien lui, il fait ceci, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas faire ça. Non. On dit toujours qu'on est ouvert à tout le monde qui veut aller dans le même sens que cette lutte. Donc, pas même d'opposition. Oui, ça ralentit la lutte, mais on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a pas le contrôle sur ces gens-là qui nous combattent. On ne peut rien faire. Donc, c'est triste, mais c'est une réalité qu'il faut faire avec. On n'a pas le choix. Oui, bien sûr, allez-y. Quelque chose. C'est le lieu de rappeler au fait à toutes ces personnes-là qui prennent au fait le M66 comme un mouvement qui vient leur faire ombre. Le M66 n'a pas envie de se positionner comme quelqu'un qui a envie de faire ombre au fait à quelqu'un. Parce qu'étant donné que l'intérêt commun de tout un chacun d'entre nous, c'est de libérer au fait le Togo. Donc s'il y en a qui se disent qu'ils sont l'opposant de M66, ben écoute, ils ne sont opposants qu'à eux-mêmes. Parce que pour nous, on n'a même pas véritablement le temps. Nous avons en face de nous un régime soixantenaire. On n'a véritablement pas le temps de nous concentrer sur celui-là qui se prend pour opposant de M66. Le M66 n'est pas une partie politique. Et maintenant, je vais un peu revenir en arrière par rapport à la diaspora togolaise. Je pense qu'il est grand temps que la diaspora togolaise se serre beaucoup plus les coudes et les rangs. Et qu'on prenne véritablement conscience de ce combat que nous avons commencé tous. Et que la diaspora togolaise doit comprendre aujourd'hui que s'il y a un endroit où le régime a envie de véritablement démobiliser aujourd'hui, c'est la diaspora. Parce que le régime sait que sur le territoire, ils ont l'armée, ils ont des miliciens, ils font tout ce qu'ils veulent au fait déjà dans le pays. Donc, s'il faut démobiliser quelque part aujourd'hui, il faudrait démobiliser la diaspora européenne, américaine et un peu partout. Pour qu'il y ait plus de vous avez conscience qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé a plus peur de la diaspora que des Togolais sur le territoire national? Donc c'est pour ça que je dis la diaspora doit prendre conscience de la force qu'elle représente, de beaucoup plus se mobiliser, de prendre conscience véritablement et de taper véritablement sur la table. C'est le moment où jamais, parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est une nouvelle génération que nous sommes qui revendiquons les mêmes choses que nos grands-parents ont réclamées. Si nous n'arrivons pas, quel Togo allons-nous laisser au fait à nos enfants? Si nous n'arrivons pas, nous avons en face de nous un régime soixantenaire. Si nous n'arrivons pas, si et seulement si nous n'aboutissons pas, quel est le Togo qui sera réservé au fait à nos enfants, à nos petits-enfants? Donc juste pour ça, il est grand temps que la diaspora dans toute son entièreté, et personne n'est épargné. Aujourd'hui, peu importe avec combien est-ce que tu rentres à Lomé, une moto te colle, tu es mort. Aujourd'hui, peu importe combien est-ce que tu as sur ton compte au fait en Europe, tu rentres à Lomé pour une raison de ventoline, tu peux mourir. Donc nous sommes tous condamnés. Que tu sois d'une partie X ou d'une autre partie Y. Nous avons des dirigeants incompétents qui pendant plus de 60 ans ont dirigé le pays et qui n'ont même pas été capables, en 20 ans, en 21 ans aujourd'hui, Faure n'a pas été capable de nous fournir ne serait-ce qu'un hôpital. Donc si la diaspora se dit que non, moi je suis à Paris, moi je suis en Belgique, je suis à Bruxelles et que moi je ne suis pas trop intéressé, mais nous sommes tous condamnés. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons rentrer au Togo. Et surtout, ceux-là qui se taisent, je veux juste leur rappeler que chaque fois qu'ils rentrent dans un avion pour aller à Lomé, qu'ils se disent que c'est fort impossible qu'ils ne puissent pas retourner vers leur pays d'origine. Parce que juste après la sortie de l'aéroport, ils peuvent avoir un accident et ce serait leur dernière fois. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Kodjovi? Non, c'est bon. Cette question. Excellent. Alors, Père Dieu, je vous dirige cette question parce que je ne peux pas quand même ne pas la poser, hein, eu égard à l'actualité. Vous m'excuserez par avance. Vous avez été sévèrement attaqué par le chef canton de Penzidé mercredi dernier, qui vous a accusé notamment d'être un diviseur. Il dit que vous n'êtes pas un combattant, d'être la mauvaise fenêtre du M66. Ça vous a ébranlé. Vous avez choisi de ne pas répondre, je crois, même si vous avez répondu quelques jours après. Il dit quand même qu'il soutient le M66. Est-il un membre du M66, le chef canton?
Ouais, et excusez-moi, je crois que je fais partie de ces éléments de M66 qui passent de panel à panel pour rappeler, pour rappeler au fait aux gens combien de fois l'unicité d'action, la convergence de nos forces peut véritablement nous amener au fait à un résultat. Donc si aujourd'hui il y a des désagréments en fait dans mon camp, je crois que être celui-là qui est dehors a demandé au fait aux gens d'avoir la hauteur d'esprit, la hauteur de l'âme, de surpasser au fait de nos petits différends et d'aller vers l'objectif. Je crois que le devoir met aujourd'hui à moi d'avoir de la hauteur de l'âme pour pouvoir surpasser ça et aller vers l'objectif. Parce qu'à la fin de la journée, chef canton de Kwezende n'est pas mon ennemi. Chef canton de Kwezende n'est pas celui-là qui pille au fait le pays. Donc si je m'acharne sur chef canton de Kwezende et tout ce qui tourne, en ce moment-là, je vais laisser le temps en fait à Fort Nyansingbe et à tout son clan, à tous ces voleurs-là, à tous ces pilleurs-là, de dormir au fait en paix. Mon problème, c'est Fort Nyansingbe et son régime et pas chef canton de Kwezende. Donc je vais véritablement me concentrer sur Fort et tous ces trucs-là et tous ces complices. On ne va pas être là en fait à dire aujourd'hui que, supposons, je vais faire un exemple. Nous avons souvent tendance en fait à dire que nos aînés ont échoué. Pratiquement chacun d'entre nous aujourd'hui, nous avons insulté, moi y compris, hein. Il y a eu des moments où j'ai insulté les partis politiques, que ce soit ANC, que ce soit pratiquement tous les mouvements. La dernière fois dans le live avec M. Kofi Nyanyam, quand il était en train de parler de Gilles-Christ Olympio, j'ai été celui-là qui lui a dit que nous tous, nous en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes déçus de lui. Parce qu'il fut un moment, je me dis, à moi, mon niveau, qu'ils n'ont pas su déposer en fait leur ego. Tu vois? Donc aujourd'hui, si nous on dit déjà que les autres n'ont pas déposé leur ego, il est l'heure pour nous de déposer notre ego et puis d'aller droit en fait vers les objectifs. Merci pour cette réponse. Vous êtes ces derniers temps justement dans une posture de rassembleur. Il semblerait que les Togolais ne soient pas prêts pour cela. La révolution est-elle possible selon vous en pareil cas? Mais le travail qu'on est en train de faire, le travail n'est pas fini. C'est pas que les Togolais ne sont pas, comme vous dites, les Togolais, c'est le peuple ou le peuple est toujours prêt. Le peuple lui veut le changement. Mais maintenant, c'est la manière d'aboutir à ce changement-là qu'on cherche. Et avec la peur, avec la dictature qui est au Togo, c'est sûr que le peuple a quand même envie d'être libéré, mais s'il a pris à la peur, on ne peut pas dire que les gens ne veulent pas se rassembler. Non. Non, mais maintenant, ceux qui ne veulent pas se rassembler, c'est moi, c'est plutôt, je peux dire, les partis politiques, les acteurs qui sont en avant de la lutte, qui ont des égos, ont des petits problèmes internes, qui fait que la tête n'est pas rassemblée. Sinon, le peuple est prêt. Le peuple est prêt à tout moment d'être rassemblé. Donc, le peuple n'a pas de problème. C'est les gens qui représentent le peuple un peu partout, à travers les partis politiques, les mouvements, tout ça. C'est là où il y a vraiment une divergence. Donc, le problème est qu'il faut qu'on qu'on réussisse à fédérer tous ces gens-là à devenir un. Parce que toute cette entité-là, chaque entité draine une partie du peuple, tu vois. Donc, M66 a une partie du peuple, ANC a une partie, peu importe, la société civile a une partie, c'est peu importe. Donc, s'il y a des problèmes entre nous, les gens qui drainons ce peuple, c'est sûr que si M66 a un problème, tous les partisans de M66 ne vont pas adhérer à l'idée des autres, parce qu'ils vont dire que la tête n'adhère pas. Donc, c'est ça qui fait qu'on a des petits problèmes. Mais une fois que la tête va se rassembler, automatiquement, le peuple va suivre, parce que nous tous on parler dans la même direction. Donc, dire que le peuple ne se rassemble pas, je dis non, le peuple est prêt à tout moment, c'est plutôt nous, les instances qui sont en haut, qui sont devant la lutte, qui ont du mal à nous rassembler. Je pense que c'est plus ça. Merci. Fotavio, tu avais une question pour nos invités. Monsieur Toguevi, je voulais savoir, paraît-il que le M66 a été coupé sur TikTok au Togo et que les Togolais n'arrivent pas à vous suivre. Est-ce réel? Si c'est réel, qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier? Bon, ça c'était quand on faisait plus, c'était en 2025, quand on faisait plus là il y avait les 40 000, tout ça, personne. À un moment donné, le régime, ils ont l'argent, ils se sont arrangés, ils ont pris des informaticiens, donc ils ont eu à faire des choses pour que tout ce qui est les live de M66 ne se font pas voir au Togo. Mais ça, c'était par rapport, c'était des trucs programmés sur nos comptes. Mais quand on l'a su, on a changé de compte. Vous allez voir que maintenant, quand on fait des lives, on change régulièrement de compte. Ce n'est plus les mêmes comptes qu'on prend le plus souvent. Donc, à chaque fois qu'on change de compte, ce truc n'est plus appliqué. Donc, c'est un jeu du chat et la souris. Il faut savoir qu'ils nous combattent beaucoup. Côté communication, ils nous combattent tous les jours que Dieu fait, nos comptes sont sautés. Moi, j'ai plus de 5 comptes, 6 comptes, et tous les 5 comptes sur 6, je ne peux même pas entrer dans les lives. Ils sont chaque fois signalés. Il y a même ma page Facebook, à presque 100 000 abonnés, ils ont signalé mon compte Facebook. En ce moment, ils ont même supprimé mon compte Facebook a été désactivé. J'arrive même pas à avoir accès à mon compte, à ma page Facebook depuis des semaines. Donc, vous voyez qu'ils nous combattent beaucoup parce qu'ils ont les moyens, ils nous combattent beaucoup sur la toile pour pouvoir casser notre communication. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, notre force, c'est la communication. C'est la communication. Donc, ils font tout pour casser ça. Donc, pour ce problème que nos lives ne se font pas voir au Togo, c'était avant. Mais à chaque fois qu'on change de compte, je pense que maintenant, c'est réglé. Nous, on a compris le système. Donc, on change de compte
et puis ça marche bien. Du coup, vous gardez quand même le contact avec le peuple autochtone. Oui, il faut... je voulais ajouter une question. Bien sûr, vous savez très bien que le régime a des tentacules à l'extérieur qui sont en connivence avec lui, raison pour laquelle ce régime a prospéré depuis la nuit des temps. Que comptez-vous faire pour que, au moins, cet aspect-là soit dégagé, pour que ceux qui fréquentent régulièrement ce régime soient de moins en moins fréquentables? Parce que si ce régime n'avait pas cette complicité-là, je ne crois pas que ce régime pourra perdurer jusqu'à l'heure où nous sommes. Oui, bon, ce problème, on le gère déjà. Mais comment on essaie de faire, c'est que malheureusement, on ne peut pas savoir tous les gens qui sont proches du régime. Donc, ce qui fait qu'au M66, ce programme reste vraiment fermé côté des décisions vraiment plus importantes sont vraiment contrôlées et vraiment fermées. On ne fait pas des réunions avec des gens pour parler des stratégies qui sont vraiment vitales à la lutte. Donc, on essaie vraiment de restreindre nos communications quand il s'agit de ces choses-là pour justement éviter ce genre de choses. Parce que malheureusement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître tous ces gens-là qui sont proches du régime et qui font semblant, on ne peut pas savoir. Donc, pour pallier à ça, on restreint vraiment nos communications. Les décisions très importantes sont vraiment faites à huis clos, très fermé, dans un secteur très fermé. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire. Si on veut discuter d'une manifestation en Italie, on veut faire sortir les Togolais. Bon, il n'y a pas de problème. Mais si on veut commencer par choisir des dates au Togo, comme des événements au Togo, c'est sûr que ça, c'est vraiment restreint. On ne le partage avec personne. Tout le monde est de coup, le jour, on l'annonce. Donc, c'est pas ces petites choses-là qu'on essaie de contrer ces genres de choses. Donc, c'est un peu ça. Excellent. Une dernière question avant de faire une petite pause musicale. Comme d'habitude, nos invités ont droit à un morceau. On m'a dit de mettre un morceau engagé, donc j'ai choisi un morceau engagé en votre honneur ce soir. Vous pensez avoir commis des erreurs depuis le mois de juillet? Si oui, lesquelles par exemple? Bon, moi je peux dire qu'on n'a pas commis d'erreurs parce qu'à la base, nous on n'était pas des politiciens. Hein. Tous on était dans notre vie, on était des personnes lambda. Donc, on s'est jeté dans cette lutte. On n'était pas des politiciens. Donc, c'est sûr que ça se peut qu'on ait commis des erreurs, oui. Peut-être en communication ou bien en stratégie sur le terrain. Je ne peux pas te dire qu'on a fait telle erreur, mais on est conscient qu'on n'a pas été parfait. Ça, c'est complètement faux. On n'a pas été parfait, mais on a fait ce qu'on pouvait parce qu'on n'a pas d'expérience. Et puis, si tu vois nos langages, au début, si tu vois nos langages, par rapport à aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Là, on raisonne vraiment plus comme des... Vous avez progressé, selon vous, dans le verbe, la façon de s'adresser? Bien sûr. On a beaucoup évolué. Puis même la façon d'être plus ouvert, de comprendre que ce n'est pas seulement un 66 seul qui peut arriver, la façon de vouloir rassembler. Parce qu'on s'est rendu compte que, mais avec le temps, ce truc, ce n'est pas une question de 4 personnes ou de 6-10 personnes. C'est une question de tout un peuple. Et le M66 seul ne peut pas faire l'unanimité. Il faut qu'on travaille avec beaucoup de monde. Il faut qu'on se rapproche des gens qui ont déjà fait cette lutte, qui ont plus d'expérience. Il faut qu'on diversifie nos sources. Donc, avec le temps, on a compris ça et on a commencé par corriger ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus posé, on sait là où on va, on est plus structuré. Donc, au début, on n'était pas trop structuré, on s'est jeté dans un truc qu'on ne savait pas. Et puis, c'est vrai que on a eu les résultats qu'on pouvait, comme on a fait entendre le Togo à l'extérieur. Mais, soyons d'accord que ce n'est pas un parcours 20 sur 20. Ça, c'est faux. C'est sûr qu'on a eu des lacunes. Ça, c'est oui, Monsieur Kodjovi, en fait, il y a eu des démarches qui ont été menées dans le passé vers le département d'État, vers la Maison Blanche, pour faire connaître le plat du Togo. Et finalement, beaucoup de ces choses-là n'ont pas eu un résultat satisfaisant. Et de peur que, dernièrement, avec ce qui s'est passé avec le Venezuela, beaucoup disent que non, il faudrait appeler Trump, taguer Trump à venir au secours du Togo, pour s'y tenter qu'ils peuvent même mettre en balance les richesses du Togo. L'essentiel est que force soit sauté là-bas. Je voulais poser cette question. Est-ce que vous êtes dans cette même configuration de peur de fait même d'hypothéquer les richesses du Togo pour qu'on puisse extirper fort comment ils ont du jeu politique quand on sait que cette communauté internationale la mange dans l'assiette Togo depuis longtemps et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Non, vous savez, ça, il faut que personne, les Togolais, la politique, c'est pas un jeu, c'est pas aussi facile que les gens pensent. Vous savez, ça, on peut pas penser comme si on va aller voir Macron, puis on va aller voir, c'est pas Donald Trump, puis il va venir nous sauver au Togo, c'est archi faux. Vous savez, c'est archi faux. La politique marche par intérêt. Si les intérêts des États-Unis sont respectés au Togo, ils s'en foutent complètement de ce qui se passe. Il faut savoir que ces blancs-là, tous ces occidentaux, c'est quand le truc est vraiment gâté. Genre, la révolution est en marche, les gens meurent. C'est vraiment à la fin qu'ils viennent pour faire semblant de dire que c'est trop, tout ça. Mais avant ça, nous n'attendons jamais qu'ils viendront nous sauver. Tant que nous, on ne fait rien, c'est faux. Donc, on dit qu'on va hypothéquer les biens, ça c'est de l'anarchie totale. Ça ne se passe pas comme ça. C'est complètement faux. Le peuple togolais, même qui doit se lever,
et prendre sa liberté. Tous ces Occidentaux-là, ils viennent toujours à la fin pour négocier avec celui qui pense prendre le pouvoir pour que leurs intérêts ne soient pas touchés. C'est tout ce qu'ils font. Sinon, ils s'en foutent complètement de nous. Même au Venezuela, c'est parce que les Américains ont un intérêt là-bas qui est le pétrole, alors que les Vénézuéliens vendaient le pétrole à l'Iran et à la Chine, qui sont des ennemis des États-Unis. C'est tout. Si c'est que ce président vendait tout son pétrole aux États-Unis, il serait toujours là aujourd'hui. Tous ces types de drogue, tout ça là, c'est juste des alibis pour aller le chercher. Donc, pas que les gens pensent qu'on va aller voir un président et puis ils vont venir nous sauver. C'est des rêves utopiques. Ça ne marche pas comme ça. C'est faux. Je vais ajouter quelque chose. Je pense que dans sa question, il a dit que nous sommes partis au niveau de la Maison Blanche et autres, compte tenu de ce que nous avons fait comme lobbying, en fait. Et tu voulais savoir si le lobbying, en fait, consistait, en fait, à vendre, en fait, les ressources du Togo pour pouvoir avoir de l'aide de l'extérieur pour sauver le Togo. Mais cela, moi aussi, j'ai entendu ça, en fait, dans beaucoup de lives où les gens ont envie de nous faire passer pour des jeunes qui ont envie de vendre les ressources du Togo à l'impérialiste pour venir nous sauver. Mais n'oubliez pas que déjà, dès le début, le M66 ont toujours dit « Personne ne peut nous sauver si ce n'est que le Togolais ». Donc, à quel moment, nous, en tant que M66, en tant que jeunes, avions soif de la liberté et que nous allons être ces personnes-là qui allons vendre, en fait, nos ressources à des gens juste comme ça pour pouvoir juste venir nous libérer. Si c'était aussi facile que ça, je pense que nos aînés l'auront déjà fait. Le lobbying au niveau du M66 vers les partenaires d'État et autres a toujours été d'abord, d'apporter les réalités du Togo au niveau de ces institutions. C'était le plus important, enfin, puisque le président de la République a toujours cherché à avoir une belle image à l'extérieur. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ont toujours cherché non seulement à appauvrir la population, mais à appauvrir sa diaspora et à appauvrir les partis politiques. Donc, si le M66 essaie de faire de lobbying au niveau de la Maison-Blanche, au niveau de toutes ces institutions, c'est pour véritablement d'abord apporter le véritable image du Togo, la gouvernance de Faure Gnassingbé aux yeux de tout ce qu'il y a comme organisation internationale. Maintenant, quant à qui est-ce que nous avons vu, qui est-ce qu'on n'a pas vu, je ne pense pas que le lieu est ici de pouvoir le divulguer. Parce que nous avons en face de nous un régime soixantenaire qui a non seulement les moyens pour pouvoir nous cursicuter, donc on ne va pas venir dire partout où le M66 a fait du lobbying. Et pour finir sur ça, nous n'avons pas l'intention de vendre les ressources du pays pour que quelqu'un ou pour un autre pays de venir nous aider. Le Togolais doit savoir aujourd'hui que pour sortir de la dictature, lui seul et rien que lui seul est maître de son destin. Merci beaucoup. Voilà qui nous emmène à la fin de cette première partie. On se quitte pour quelques minutes de musique engagée. Pour finir, on a jusqu'à quelle heure? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez arrêter. Vous êtes seul maître à bord pour ça. Ok, on va encore faire plus, disons, dans 15 minutes. 15 minutes ah, bon, moi, je préfère qu'on aille jusqu'à la fin au lieu de faire une pause. Ouais. D'accord, ok. Alors, on va continuer et c'est parfait. Merci beaucoup, cher frère Kodjovi Touga. On vous reproche parfois d'être trop dans la vie privée des barons et des baronnes du régime et parfois de ceux avec qui vous avez maille à partir. Pour vous, est-ce nécessaire d'aller jusque dans la culotte? Tous les coups sont-ils permis? Oui, moi je vous dis tout de suite d'entrée, tous les coups sont permis parce que tout ce qui appartient à ce régime, on sait que ce régime, on ne peut pas les traduire en justice parce qu'il n'y a pas de justice au Togo. Il n'y a rien qui peut les inquiéter au Togo. Donc, tous les coups sont permis. Tout ce qu'on peut faire pour les déstabiliser, c'est feu vert parce qu'on est dans une révolution, on n'est pas au Parlement où il faut aller par les urnes pour décider des lois pour aller par les députés. On est dans une révolution et dans une révolution, la Constitution même nous donne le droit que si on bafoue nos droits, ou bien on veut changer, on a le droit, tout Togolais a le droit, par tous les moyens qu'il peut, pour défendre sa nation, pour défendre sa Constitution. Donc, on notamment par l'article 150 de la Constitution donc, de 1992. C'est ça, nous on est dans ce temps d'idée. Même si on peut divulguer ton numéro pour que les Togolais t'acharnent par des coups de pour que tu puisses savoir que ça ne va pas, qu'ils ont faim, on va le faire. C'est ça. Si on sait qu'on peut boycotter tes business qui sont au Togo pour que tu puisses comprendre que les Togolais ont faim, les Togolais prennent le ras-le-bol de comment vous dirigez le pays, on va le faire. On a quitté le stade de négociation où il faut mettre les gens autour d'une table pour dire des baratins. Après, ça recommence, rien ne change. Non. Maintenant, on est dans une révolution. Et dans une révolution, il n'y a pas de limite. Tant que c'est les gens du pouvoir, tous les coups sont permis. Et moi, je vais ajouter, vous avez parlé de la vie privée. Mais où se trouve la vie privée du peuple? Où se trouve la vie privée du peuple quand ce gouvernement pille en fait les ressources qui sont censées construire en fait le pays? Où se trouve la vie privée du peuple? Mais à partir du moment où nous avons à la tête de notre pays des gens qui arrivent en fait à piller le peuple, à construire des maisons en Europe, aux États-Unis, et pendant ce temps, nous manquons ne serait-ce que de l'eau potable dans la capitale, mais ils sont en train de piétiner notre vie privée, donc leur vie ne vaut pas mieux que la vie du peuple togolais. Donc à partir du moment où ils vont toujours continuer de piller en fait le peuple, de s'habiller en fait en Louis Vuitton, en Gucci, pendant que nos frères, nos sœurs
sont au campus et eux sont dans des amphis délabrés, mais ils n'ont pas de vie privée. Et en plus, retenons quelque chose. À partir du moment où vous avez choisi servir le peuple togolais, vous devez être un exemple. Et votre vie privée doit refléter cela. Mais si l'argent du contribuable doit servir à vous polir, votre vie en tant que gouvernant, vous n'aurez pas de vie privée. Parce que le peuple n'en a pas. Merci. Merci bien. Alors, il se passe beaucoup de choses au Togo, on le sait tous. Il se passe aussi beaucoup de choses aux alentours du Togo, comme au Bénin, au Burkina, au Niger, au Mali. Cela vous touche en tant qu'Africain? Bien sûr, hein, tout Africain avant tout veut l'évolution de l'Afrique et d'abord l'évolution de son pays. Donc ça, c'est clair que ça nous touche, oui, mais nous, on ne regarde pas trop ça parce que nous, d'abord, avant de regarder la sous-région, il faut que nous-mêmes, chez nous, on a des bonnes structures. Il faut que nous, on pense d'abord à nous, comme tous les pays. Tout le monde pense à l'Afrique, mais la première des choses, tout le monde pense d'abord dans sa cour. Tout le monde pense à son pays. Donc, tout ça nous touche, mais nous, on est focus sur notre pays. On ne s'attarde pas trop sur ce qui se passe à l'ailleurs. On suit, mais c'est nous qui sommes plus importants pour le moment. On veut libérer notre pays. Quand on va libérer le pays, maintenant, on pourra regarder plus. Maintenant, celui qui va venir, ça serait plus, on va plus le critiquer pour faire des hôpitaux. Parce qu'en France, on se dit qu'en tant qu'un président de la République, peu importe duquel bord politique tu es bleu, blanc, rouge, il y a des trucs de BA que tu dois faire. C'est construire des écoles, des hôpitaux, et puis veiller au bien-être de la population. Maintenant peut-être on peut, là, maintenant, après ta politique extérieure, là, on peut regarder, on peut ne pas être d'accord. Ta politique extérieure et tout. Là, on peut comparer avec la sous-région, on peut critiquer un peu, mais au Togo, on n'a même pas la base. La base qu'il faut, on n'a même pas. Donc, on n'a même pas cette base au Togo jusqu'à pour laisser ça pour aller commencer par s'atteler ou bien pour aller regarder ce qui se passe. Même si on regarde avec un œil, mais on ne s'attarde pas sur ça. Parce que nous, on n'a même pas la base. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour ajouter à ce que le président vient de dire, c'est que d'abord, nous n'allons pas jouer au faux panafricain comme Fort Essazimna Nyansime, qui est là, au fait, à prendre l'argent du contribuable togolais pour pouvoir aller un peu partout en Afrique, à vouloir faire le bon panafricain quand dans son pays, au fait, il y a tout qui monte. Donc, oui, qu'est-ce qui se passe, au fait, à côté de nous? C'est important. Mais d'abord, ce qu'il nous faut savoir, c'est que, qu'est-ce qui se passe d'abord au Togo? Parce que bien avant d'être africain, nous sommes d'abord togolais. Bien avant d'être africains. Donc oui, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Burkina nous intéresse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons en fait la force, la capacité de nous attaquer à tout ce qui se passe autour de nous? Et maintenant, il y a quelque chose que tous ceux qui sont autour de nous doivent comprendre, c'est que le Togo est l'endroit et la place où réside, où est né carrément l'impérialisme, où l'impérialisme se repose, sous le régime de Faure Gnassingbé. Donc libérer le Togo revient en fait à libérer en fait la sous-région. Donc, ceux qui doivent s'intéresser véritablement, je pense que les pays d'un côté doivent s'intéresser véritablement à ce qui se passe au Togo. Parce que tant que le Togo ne sera pas libéré dans la sous-région, tous ces pays qui sont autour du Togo, toute la sous-région sera toujours déstabilisée. Parce que c'est le Togo qui est maître et qui réside tout ce qu'il y a comme impérialisme. Justement, dans le même ordre d'idée, vous avez déclaré il y a quelques mois que le combat contre la France-Afrique n'était pas votre priorité. Vous le pensez encore aujourd'hui ou attendez-vous un moment propice pour attaquer le système France-africain? Excusez-moi, monsieur. La France-Afrique, oui. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Déjà, si nous parlons en fait du Togo, il faut d'abord savoir c'est qui Faure Gnassingbé, c'est quoi le système. Et pour dégager Faure Gnassingbé, il faut non seulement le comprendre, mais comprendre aussi le système. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de France-Africains qui, au moins dans leur pays, ont ne serait-ce que le minimum vital. Donc, être France-Africain n'a jamais empêché Faure Gnassingbé de construire le pays. C'est plutôt parce que d'abord, lui-même, c'est un fainéant. Maintenant, si nous voulons dégager la France-Afrique au fait du Togo, il nous faut d'abord dégager au fait le système que représente Faure Gnassingbé, qui est carrément la France-Afrique elle-même. Maintenant, si on nous demande tout à l'heure de nous battre au fait contre la France-Afrique, nous allons aujourd'hui quitter au fait le Togo et aller à Paris, commencer par casser les choses au fait à Paris. Non, il nous faut, en tant que peuple togolais, nous battre dans notre pays, mettre au fait à la tête du pays celui-là qui représente le mieux nos intérêts et les intérêts du Togolais. C'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir nous battre contre la France-Afrique. Mais si nous restons là, en fait, à dire, ouais, c'est la France-Afrique, c'est la France-Afrique, nous laissons Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé est l'incarnation et la représentation de la France-Afrique en elle-même. Donc nous n'allons pas prendre toute notre énergie à nous battre contre le vent. S'il faut nous battre, battons-nous contre Faure Gnassingbé, contre son régime, et en dégageant Faure Gnassingbé et son régime, nous allons dégager la France-Afrique. Merci. Moi, je vais rajouter quelque chose aussi. Vous savez, la France-Afrique, nous, on est, comme tout Africain qui connaît son histoire, ne peut pas cautionner la France-Afrique. Disons la vérité, c'est impossible. Vous comprenez? Maintenant, la France-Afrique, là, c'est la politique extérieure d'un président qui est la France-Afrique. C'est un président qui, lui, sa politique extérieure, il s'adonne à la France et tout. Ok. Nous d'abord, nous, notre objectif. C'est pas qu'on on sait pas que on est pour la France-Afrique ou pas, mais notre objectif d'abord, c'est local. Le local, c'est d'abord le pays. Localement, ça ne marche pas. Dégageons d'abord fort. Et celui qui viendra, quand il va commencer par travailler, là, on va juger. On va juger de ce qu'il fait. Si nous, au Togo, on veut juste que le Togolais soit bien, que les élections soient bien. Si un président vient faire son mandat de 4 ans,
s'ils décident d'aller faire des contrats avec la Russie, mais nous, les Togolais, on va voir est-ce que le contrat avantage notre pays ou pas. Tant que ça avantage le Togo, il n'y a pas de problème. Il peut aller faire des contrats avec la France. Tant que ça avantage le Togo, il n'y a pas de problème. Il peut aller avec la Chine. Mais nous, c'est les Togolais d'abord. Est-ce que les contrats des phosphates sont bien faits? Est-ce que les contrats du port sont bien faits? Est-ce que les contrats des gisements d'or, tout ça là sont bien faits? C'est ça qui nous importe. C'est pas à celui qu'on vend. Ça, c'est pas ça. Donc nous, la France-Afrique, ou bien on prend le pays, on donne à la Russie comme le font le Burkina Faso, tout ça. C'est pas ça le problème. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que les finances de l'État vont bien? Est-ce que le PIB augmente par habitant? Est-ce que le chômage descend? C'est ça qui est important. Sinon, tout Africain ne peut jamais accepter la France-Afrique. Et peu importe, c'est pas seulement la France-Afrique. Quand vous dites la France-Afrique, il y a aussi les Russes. Si dans un contrat, la France nous prend 55%, on n'est pas d'accord, mais si on va donner ce pays aussi à la Russie, et ce même contrat, la Russie aussi prend 55%, ça c'est la même chose. Donc c'est le contrat, c'est comment on gère le pays par rapport à tous ces blancs-là qui veulent piller nos ressources. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas la France, la Russie, la Chine, c'est pas ça le problème. C'est avoir un pays qu'on gouverne bien, les contrats sont bien faits, que la population tire le maximum de ses ressources dans notre pays. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques semaines, le colonel Damiba a été remis aux autorités burkinabées. Quelle implication cela pourrait avoir dans les relations entre les deux pays, voire le Mali et le Niger? Doit-on avoir peur pour nos concitoyens dans ces pays-là? Mais c'est sûr, parce que vous savez, au Togo, ça prouve encore qu'au Togo, on n'a pas de droit. La justice est inexistante. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a demandé l'exil au Togo. Quand tu es un exilé politique, avant qu'on ne te rapatie dans ton pays, il faut que tu fasses des trucs vraiment très graves, qu'on peut estimer te renvoyer dans ton pays. Même ça, il faut vraiment des longues procédures judiciaires pour en arriver là. Au Togo, on accuse quelqu'un d'être à la tête d'un coup d'État monté. Et en 24 heures, la justice togolaise a eu le temps de décortiquer ces accusations-là et jusqu'à de voir que ce qu'ils sont en train de dire, le camp adverse, les Burkinabés ont raison, jusqu'à déporter, renvoyer ce gars-là dans son pays. Donc finalement, ce n'est plus de la justice au Togo, c'était juste comme du donnant-donnant. Ok, vous voulez celui-là, on vous le donne. Si demain, nous aussi, on a un gars qui nous dérange, qui vient se cacher chez vous, quand on va vouloir vous l'envoyer, ça c'est clair, ça a été juste, je pense que c'est plus comme un traité, hein. Un traité, ok, je vous donne celui qui vous dérange, demain si j'ai aussi quelqu'un qui me dérange, vous me l'envoyez. Ça n'a rien à voir de juridique, ce n'est pas un truc juridique, ça n'a rien à voir de légal. Donc je pense que nos confrères qui sont des combattants, qui sont dans ces pays-là, il faut commencer par vraiment penser à quitter ces pays, parce que ces pays, dans les mois à venir, ne seront pas vraiment sûrs pour vous, ça c'est sûr. Moi je pense même que Faure Gnassingbé a donné Damiba, pas forcément pas pour la justice, mais pour protéger lui-même son fauteuil. Parce que une chose est sûre, si Faure Gnassingbé est au courant de tout ce qui se passe au Togo, et que nous savons que Damiba vivait à moins de 5 minutes à pied de la résidence de Faure Gnassingbé, mais avec tout ce que le Togo a comme service secret, et tout en sachant que le Togo a la base du renseignement de la France, au fait. Mais si Damiba est celui-là qui organise les coups d'État, au fait, au Burkina Faso, mais il est sponsorisé par qui? Posons-nous les vraies questions. Qui dirige Damiba? D'où passe l'argent avec lequel Damiba a envie de déstabiliser le Burkina Faso? Donc, remettre Damiba, en fait, au Burkina... Pour vous, Faure est impliqué? Pour moi, Faure Gnassingbé est impliqué dans tout ce qui se passe parce qu'il ne peut pas se dire, ne pas être au courant de ça. Donc, remettre aujourd'hui Damiba, c'est parce qu'il est conscient que lui-même, son fauteuil est en danger. C'est pour ça qu'il se promène un peu partout pour faire sa petite politique là où il est celui-là qui doit faire la paix, en fait, partout, sauf dans son propre pays. Donc, Faure Gnassingbé lui-même, c'est juste pour protéger son siège. Pas véritablement parce qu'il est un homme juste ou quoi que ce soit. Et pire encore, comme Kodjo vient de le dire, il le fait dans le sens parce qu'il sait que si jamais il doit avoir une insurrection dans son pays qui doit venir au fait du Burkina Faso, il a juste envie de protéger son siège. C'est ce qu'il est en train de faire. Il joue au fait un double jeu. C'est tout. Excellent. Alors, deux dernières questions et on va vous laisser vaquer à vos occupations. Vous êtes tous nés au pays, je crois. Vous avez souffert comme tous les Togolais, donc vous savez ce que c'est. Vous comprenez vos frères et sœurs et même des parents qui cherchent à quitter le pays plutôt que de faire la révolution. Mais oui, hein, honnêtement, moi, je ne peux pas blâmer ces gens-là qui veulent quitter le pays parce que dire que faire la révolution aussi, c'est un peu être dans l'incertitude. Oui, on sait qu'on fait un truc, le but est d'enlever Faure Gnassingbé. Mais quelqu'un qui veut quitter le pays pour que sa vie change, pour que ses enfants ont de quoi manger, on ne peut pas tirer sur lui. Vous savez, parce que la révolution ne sera pas faite par 8 millions d'habitants. Le jour où le Togo va se libérer, ce n'est pas 8 millions d'habitants qui seront dehors. Ça peut être 1 million, ça peut être 100 000, ça peut être 200 000. Donc si certains
veulent quitter le pays pour que leur famille soit plus aisée, puisque leur puissent soigner leur famille, leurs enfants ont un avenir meilleur. Moi, je ne vois pas ça. Je vois pas ça d'un mauvais œil, puisque c'est pas tous les 8 millions de Togolais qui sont dans les rues pour chasser Fonia Sibé. Donc, même si certains sont en train de partir, on aura toujours le nombre suffisant pour renverser fort. Ça va jamais manquer. Donc, ça, ce problème, moi, je n'incrimine personne sur ce point. Merci beaucoup. Top Baby, vous êtes là. Ça sera pour vous cette dernière question. J'ai suivi un de vos lives il y a quelques jours. Vous avez dit aimer trop faire les guédés. Il y a quelques jours. Ça vous manque de reprendre vos lives comme avant? Même si vous en faites de temps en temps. vous étiez content d'avoir démasqué un de vos compatriotes, hein, le pasteur Cephas, notamment la semaine dernière. J'ai vu que vous lui avez mené la vie très dure, hein, dans une affaire d'escroquerie. Vous aimez dévoiler, confondre les arnaqueurs, les bandits. Il dit regretter de vous avoir suivi notamment. Je sais qu'il est venu une fois ou deux dans vos lives pour prier pour vous. Vous regrettez de l'avoir invité eu égard à ce qu'on sait de sa vie? Non, pas du tout. On ne regrette pas de l'avoir invité. Moi, j'ai juste horreur de l'injustice. Voilà, j'ai eu son dossier, j'ai eu des preuves. C'est pas parce que qu'il est venu une fois dans notre live, c'est pas pour ces raisons-là qu'on doit le couvrir si jamais il commet des erreurs. Donc voilà, sinon je ne regrette pas, je ne regrette rien. D'ailleurs, il y a encore plein de dossiers que je dois encore décortiquer sur lui. Ah, ok, donc l'affaire n'est pas finie. Non. Excellent. Ok, ça sera la dernière réponse pour ce soir. Et je vais vous laisser aller en vous remerciant d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venu face aux Togolais. Et s'il y a des questions qui vous ont titillé, veuillez nous en excuser par avance. On n'était pas là pour vous mettre dans vos derniers retranchements. On s'insulte tous les jours, mais rien ne change. Bref, ce sont les mêmes constats dressés, hérissés tous les jours, mais rien ne change. Le Togolais ne change pas en vérité et continue, vaille que vaille, à avancer, espérant que le peuple, lui, trouvera la force, la capacité, le courage d'enfin sortir pour mettre en déroute, en faillite, cette dictature qui est, en conclusion, la raison d'autant de querelles, d'altercations, de conflits entre les Togolais que nous sommes. Michel Novak a dit: commencer une compétition et ne pas vouloir la gagner, c'est être un mauvais compétiteur. Malhonnête, ne soyons pas des révolutionnaires malhonnêtes au risque de rester dans cette dictature qui nous enfièle, nous corrompt, nous infecte. Mao Tse-tung disait jadis: la révolution est un drame passionnel. Je me permets de dire qu'il avait raison. Nous devons dépassionner cette révolution. Il nous reste à reporter les correctifs nécessaires pour clore ce combat. Le plus vite serait le mieux. La révolution consiste à aimer un homme qui n'existe pas encore. De Albert Camus. Comme on se déteste, j'espère que les choses vont changer. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez suivi le 19e épisode de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui jusqu'à la fin. Et pour ça, on vous dit merci. Merci à vous, le M6, d'avoir participé à ce 6e numéro de l'année. On vous souhaite une bonne continuation, mais surtout d'amener le peuple à se libérer. Quant à vous, on se retrouve vendredi prochain, 21h, pour décryptage. Notre invité sera le docteur Romarickson Alonon, pour une émission plutôt portée sur le médical, la psychologie et la politique, bien évidemment. On se quitte en musique comme d'habitude. Ce soir, c'est avec... Avant de laisser partir, je vais passer un message. Oui, allez-y. Allez-y pour votre message. Tu finiras après. Moi, personnellement, avant de vous quitter, je tiens à vous remercier personnellement pour votre déplacement, parce que ça fait plaisir aux panélistes aussi de vous avoir suivi. Ça nous réconforte et franchement, vous avez été d'une grandeur inestimable ce soir. Et félicitations à vous et du courage à vous. N'abandonnez pas. Je sais que vous aurez des infiltrés, mais sachez déterminer comment déceler le bon grain de livret. Ça me fera plaisir. Et on aura l'opportunité de vous inviter encore pour d'autres occasions. Merci beaucoup à Togovic PC, à Kodjovic Toguin, à Père Dieu qui nous a concocté l'invitation, et à tout le monde, surtout aussi à Mokosi qui n'a pas pu faire le déplacement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Kodjovic Toguin, tu voulais rajouter? Oui, je voulais dire merci à tous les combattants du M66, à Chef Canton, à Gbasivi, à Esseni, à One Love, à Aïcha, à Yele, tous ces gens-là. Je tiens à vous Fleurline, voilà. Je tiens à dire aujourd'hui qu'on reste toujours un. Rien ne peut nous ébranler. On peut nous secouer, mais on ne sera jamais déraciné. Sachez-le, soyez confiants. Le M66, le M66, ils peuvent essayer de nous déstabiliser, mais on sera toujours un. Et puis, je tiens à dire aujourd'hui encore que M66, on reste toujours ouvert. On veut travailler avec tout le monde pour qu'on arrive à cet objectif commun. Même le train de la liberté, Monsieur Marc Nda, le jour où tu vas changer et tu veux vouloir travailler à M66, moi je trouve toujours la porte. On a envie de chasser Fonia Sibé. Tous ces petits trucs-là de guerre sur la toile, ça ne sert à rien. Nous, on est là
on est là ouvert. Tous ceux qui veulent travailler ensemble, on est là pour eux. Ce n'est pas le temps de dire que c'est moi qui dois être devant, c'est pas moi qui dois être devant. Personne ne choisit qui sera devant. C'est le peuple qui suit celui qu'il veut. Mais nous tous, peu importe, aussi petit qu'on soit, même si c'est un petit parti, même si c'est un petit mouvement, même s'il a 10 personnes, ces 10 personnes-là, on a besoin d'eux. Le jour où ça va éclater. Donc, ça ne sert à rien de tirer sur nous. On a besoin de tout le monde. Le jour où ces gens-là, qui se disent opposants du M66, seront ouverts à travailler ensemble, nous, la porte reste toujours grandement ouverte. Mais sachez que ce n'est pas à cause de ça que nos soldats vont se taire. Quand ça va aller de trop, c'est sûr qu'ils vont vous attaquer et ça, on ne pourra rien. Merci beaucoup. Merci. Oui, ok. Oui, Père Dieu, un mot de fin ou... Oui, Togrevi. Oui, un mot de fin, allez-y. Oui, effectivement, franchement, je voulais remercier Kodjovi Toguin et Père Dieu d'avoir vraiment répondu, d'avoir les bonnes réponses à ces questions aussi pertinentes. Donc, voilà, je voulais remercier votre professionnalisme. Voilà, j'étais un peu occupé par le boulot. Vraiment, vous êtes au top, les gars. Et voilà, aussi, je voulais faire passer ce message, si Kodjovi Toguin le veut bien. Le M66 n'est lié de loin ou de près par rapport à un quelconque dialogue à venir. Personne n'a contacté le M66 effectivement, par j'allais rapport vous poser à ce la dialogue-là. question, mais le temps nous a pressés. Oui, Est-ce que vous êtes exactement. au courant justement de cette rencontre qui est dans les rumeurs? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette négociation à venir? On entend des rumeurs, tout comme vous d'ailleurs, mais on n'a jamais été approché et on est contre à 2000% par rapport à ces dialogues-là. On n'ira pas. Parce que ce dialogue-là, ça a été fait par d'autres personnes par le passé. Il y a eu des 1001 dialogues, donc ça n'a abouti à rien. Donc on est contre ce dialogue-là, point final. Donc si Kodjovi Toguin ou Père Dieu a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Bon, c'est ça, nous on est contre à 1000% parce que aller à ce dialogue d'abord, c'est aller légitimer la 5e République. Parce qu'on ne peut pas dire que ces gens-là sont illégitimes et au même moment aller s'asseoir autour du même table que ces gens-là. Donc aller à ce dialogue, comme aller aux élections passées, c'est une manière juste de montrer à l'opinion internationale et à tout le monde que les Togolais ont légitimé cette 5e République et veulent maintenant composer avec. Et c'est ce qui est impossible. Aller à ce dialogue, c'est sacrifier la vie de ces gens, tous ceux qui sont morts il y a 6 mois, c'est saboter leur âme. Ça serait comme une trahison avec tous ceux qui sont morts jusqu'aujourd'hui. Donc je pense que ce dialogue, nous, au M66, ça ne va jamais être notre sujet. On ne va jamais y aller à ce dialogue-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Fotavio. Merci, Kodjovi Toguin. Merci, Père Dieu. Merci, Fotobevi PC d'avoir accepté au nom du M6 notre invitation. On espère vous revoir incessamment sur notre panel. En tout cas, on vous lancera l'invitation et vous reviendrez peut-être que ce jour-là, Togrevi ne travaillera pas et il pourra être plus volubile. Alors, j'ai un message à vous transmettre, ou en tout cas, si tant est que vous pouvez transmettre ce message à la jeune sœur Fleurline. Je lui ai envoyé un message il y a plus de 2 ou 3 semaines pour l'inviter aussi sur ce panel à répondre à nos questions. Si vous voulez bien lui dire que Togo d'hier à aujourd'hui, par le biais de son présentateur, Messan l'invite à participer à l'émission. Je vous serai très très reconnaissant. Merci encore une fois et sachez que le peuple est derrière vous et qu'il espère vraiment que vous arriverez à le délivrer. Comme l'a dit Fidel Castro, même les morts ne peuvent reposer en paix dans un pays opprimé. Et le premier d'entre eux, c'est Sylvanus Olympio. Pour lui, on espère vivement que bientôt les morts seront enfin en paix. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui étaient en commentaire. Encore une fois, nous n'avons rien contre le M6 ici. Et si les questions vous ont dérangé, c'était juste pour être le plus transparent possible. Nous sommes ici adeptes de la transparence et pas de la langue de bois. C'est ce que nous continuerons à faire tant que cette émission existera. Merci encore au M66 d'être venu chez nous. On vous souhaite bon courage et surtout, protégez-vous parce que le danger est partout. Merci. Oui, merci beaucoup. Je passe ici pour souhaiter un bon courage à notre journaliste préféré, le journaliste le plus professionnel, l'homme en or, le journaliste en or qu'on a au Togo. Si on en avait deux ou trois, voilà exactement. Donc si on avait un ou deux journalistes comme lui, vraiment le Togo serait déjà délivré. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que je peux demander une chanson pour faire un shout-out à Ferdinand? Oui, voilà, j'irai pas, mon général. C'est? J'irai pas, mon général. J'irai pas, mon général. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. J'irai pas, mon général, pour notre frère Ferdinand Haïté.
général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question, en quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, je me suis engagé, et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes. Or notre mission, c'est protéger la nation. Alors ne faites pas de moi le bourreau que je ne suis pas. Alors j'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Moi j'ai retrouvé, en entrant dans l'armée, de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général, ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je suis bon militaire et j'aime pas semer le chaos. J'ai la plénitude de toute ma conscience. Alors, j'irai pas, mon général, non, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Et voilà, c'est la fin de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui avec nos invités exceptionnels du M66. On espère que cette émission a soulevé ou en tout cas éteint pas mal de polémiques. Ils appellent à l'unité. Peut-être pas à l'union sacrée, mais en tout cas à l'unité, à la solidarité. On espère que dans les heures, les jours, les semaines, les mois à venir, on arrivera à trouver enfin cette unité sans laquelle jamais cette révolution n'aura lieu. Si quelques-uns parmi vous veulent monter sur le panel pour débriefer cette émission qui restera vraiment exceptionnelle, peut-être dans l'annale de cette lutte que nous menons, on est ouvert. Bonsoir Fokossi, merci d'être monté sur le panel. Une question simple, qu'avez-vous pensé de l'intervention de nos jeunes frères du M66? Bon, sur le plan pragmatique, ils ont tenu bon, hein, ils ont répondu bien aux questions, sauf certaines questions, voilà, qui... par exemple, la question de France-Afrique, où Kodori Toga dit que la politique extérieure, c'est archi faux, il ne maîtrise pas ça. Donc, la France-Afrique n'a jamais été une politique extérieure. C'est le côté de l'impérialisme mortifère qui permet de détruire un pays à l'intérieur. Et c'est ce que nous vivons. Mais je ne sais pas si tu as eu à leur poser la question du moment où il y avait le clivage entre le M66 et le train de la liberté. Du fait que c'est au moment où ils ont accusé ouvertement la légende et Makonda de travailler pour unir. Est-ce qu'ils avaient les preuves? Donc, c'est pourquoi j'avais fait la demande pour pouvoir leur poser cette question. Je pense que c'est le moment là où il y a eu cette ligne de démarcation entre les deux mouvements. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais savoir s'ils ont eu preuve d'avoir accusé Makonda ainsi. Et s'il n'y avait pas de preuve, quand même, honnêtement, ils devaient quand même s'excuser, brancher cette fausse accusation. Je crois que c'est quelque chose qui est resté dans cette lutte et qui nous gangrène et qui dérange, tu vois. Donc, je ne sais pas si tu as eu la question de pouvoir poser cette question parce que moi aussi j'ai... J'ai pas posé cette question. Voilà.
Donc, quand il y avait encore au moins 30 questions que j'avais préparées, bien évidemment, même s'ils sont restés, je pense, assez longtemps. Il y a tellement de questions à poser à des gens comme ça que c'est presque impossible de le faire en émission. Ils reviendront certainement parce qu'il semble qu'ils soient ouverts au dialogue, à l'échange. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'ils sont mis face à face comme ça à des gens qui leur posent des questions et rien que ça. Habituellement, les gens montent sur leur panel, ils parlent avec eux et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'était une première, je crois. On renouvellera certainement l'expérience et peut-être qu'au fil du temps, on apprendra encore un peu plus sur ce qu'est leur idéologie et ce qu'ils pensent de la lutte. Alors, on espère qu'ils ne vont pas revenir 100 fois parce que ça voudrait dire que la lutte, elle n'est pas finie. Si la révolution a lieu la semaine dernière, on passera tous à autre chose forcément, même si nous ici, on continuera notre émission en invitant des personnalités de premier plan togolaises pour parler de notre pays. Oui, il faut aussi. Oui, donc lui, il a eu quand même l'audace de dire à Makda que s'ils changent, qu'on peut travailler ensemble, alors qu'ils ont oublié que c'était les premiers à tirer à bleu rouge contre le train et Makda, vous voyez. Donc, c'est un peu l'église qui se moque de la charité, quoi. Là, ils doivent comprendre ça. Je ne sais pas s'ils ont, une fois parlé de ça, ils doivent mûrir ça. Qu'est-ce qui fait le clivage aujourd'hui entre eux? Le 6, on était ensemble, et du coup, après, on n'est plus ensemble. Ça, il faut creuser ça, quoi. Donc, bon, sinon, ouais, ils ont tenu bon pour répondre à d'autres questions, machin, tout ça là. Seulement qu'aujourd'hui aussi, on a des idéologies différentes. Moi aussi, j'aimerais savoir quelles sont effectivement leurs lignes d'attaque. Aujourd'hui, il y a certains qui pensent à la révolution pacifique, comme Martin Luther King. D'autres pensent à la révolution de choc, comme Malcolm X, d'autres même invoquent Agbanvia, vous comprenez? Est-ce que eux, ils sont une caisse de résonance pour pouvoir animer afin que ces idéologies différentes puissent aboutir à leur but? Ou bien est-ce que eux, ils préfèrent? Est-ce qu'ils sont dans quelle ligne vraiment ils sont? Quand ils disent toujours, nous combattons le régime, nous combattons tout ça là, mais ils n'ont pas de nature propre dans leur lutte, tu comprends? Voilà. On combat pas pour après dire que qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir pourquoi on combat. Merci Fokrosi pour ta première prise de parole. Faux mérite, bonsoir à toi. Merci d'être monté. Tu as suivi toute l'émission, j'imagine, ou en tout cas une bonne partie. Qu'as-tu retenu et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as entendu venant de nos frères du M6? Merci beaucoup Tavio, merci beaucoup Messan pour cette initiative. Déjà, moi j'ai retenu une grandeur d'âme, j'ai retenu une grande intelligence patriotique. J'ai retenu que nos grands frères étaient très conciliants, ils n'étaient pas incisifs, ils ne voudraient même pas être frondeurs à l'égard de certaines personnes, ils ne voudraient pas animer des polémiques de bas étage, comme le fait M. Conseil Tourbillon. Quand on écoute M. Conseil Tourbillon, on sent que son registre français est un registre d'écolier. Il a du mal à s'exprimer en français, mais c'est lui qui accuse des gens de ne pas maîtriser le sujet de la France-Afrique. Tu vas un peu trop loin là, je crois, faut mériter. Oui, je me demande combien de livres il a lu sur la France-Afrique cette année. Donc, disons-nous la vérité, moi j'ai retenu que les grands frères, ils ont vraiment été d'une grandeur pas possible. Et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu dans tout le monde l'a exprimé dans le commentaire. Et ce qui est beaucoup plus salutaire, c'est que on sent qu'ils ont vraiment été outillés, on sent qu'ils ont retenu beaucoup de leçons, et on sent que cette lutte les a vraiment transformés, parce qu'au début de la lutte, le langage était beaucoup plus va-t-en-guerre, et maintenant, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de filtres, et le langage, la communication est beaucoup plus rassembleuse, et c'est étonnant, c'est agréablement étonnant de savoir qu'ils ont tendu la perche à leur éternel frondeur. Et vous savez de qui je parle. Et j'espère que cette personne va mieux se guérir, va mieux retrouver le bon sens pour pouvoir recevoir la perche, afin que nous soyons vraiment focus sur le criminel Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé qui est notre problème. Les attaques personnelles, réduire la lutte par rapport à la demande d'excuses, machin, à qui que ce soit. Je pense que c'est vraiment des petits débats, des gens de petits esprits. Et j'espère vraiment que à la longue, nous aurons vraiment des grands hommes avec de grands esprits comme nos grands frères du M66 pour nous mener vraiment à bon port. Parce que c'est de ça qu'on a toujours manqué. Des gens vraiment intègres, des gens vraiment posés, des gens qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils veulent. Donc merci beaucoup à Tavio et à Messan d'avoir utilisé ce creuset pour répondre cette bonne énergie de patriotisme et d'engagement. Merci. Merci, Faux mérite. Alors, chers frères, comme l'ont dit nos frères du M106, arrêtons les attaques de personnes. On est là tous ensemble, on veut la même chose. Donc,
les invectives les uns envers les autres. Il faut essayer de mettre ça de côté et pour une fois, essayons de nous mettre tous d'accord et dans la même direction. Même si on me dit que les idéologies sont différentes, je pense qu'il est quand même important que pour une fois les Togolais puissent œuvrer main dans la main pour obtenir une seule et unique chose qu'ils veulent tous. En réalité, c'est faire tomber ce régime. Et ça commence notamment sur les différents panels qu'on ouvre et que une ambiance qui soit de concorde, de convergence, de solidarité puisse être mise en avant. Arrêtons les attaques personnelles, s'il vous plaît. Bonsoir Fo Gattuso, comment vas-tu? Merci d'être monté sur le panel. Tu as suivi l'émission, peut-être pas en entière, mais suffisamment pour avoir de quoi nous dire. Qu'as-tu pensé de l'intervention des membres du M66 ce soir? Bon, je dis merci d'abord et félicitations à ton émission de ce soir. Merci à nos frères M66 pour ce grand travail qu'ils ont abattu ce soir. Merci à tous ceux qui ont supporté votre live. Merci à tous ceux qui ont vu de près ou de loin et ont tiré profit de ce live. Je les remercie tous. Je vais vous dire que la routine que nous sommes en train de faire aujourd'hui et même demain, ça doit aller dans l'intérêt de la lutte pour finir avec cette dictature. Donc, j'avais vu un groupe qui est discipliné, un groupe qui a fait un travail de fond. Si vous allez bien analyser leur manière de répondre aux questions, et ça m'a vraiment émerveillé. Et je peux que les souhaiter bon vent. Et nous tous qui sommes dans le même optique de la libération du Togo, on doit faire tout pour travailler avec eux. Ils ne sont pas seuls pour libérer ce pays-là. Nous tous, qu'ils nous offensent ou pas, ce que nous devons faire, c'est d'être ensemble, soutenez-les, donnez-leur de l'oxygène, jusqu'à ce qu'on aille libérer ce pays-là. Et que, je vous le dis, que de près ou de loin, aujourd'hui, nous sommes sur ce panel-là ce soir, et on va vous annoncer que c'est comme ça, que la population s'est levée cette nuit-là, a fait fuir Fonya Singbe. Vous devez voir réellement comment ce panel-là va se comporter autrement de ce que nous avions vécu durant les 1 an, 2 ans, passé dans cette lutte. Donc moi je le dis, c'est le poids que nous avons tous et donc nous devons partager ce poids-là et aller jusqu'au bout de cette victoire. Donc merci beaucoup pour ce travail-là que vous avez fait ce soir de façon impartiale et j'espère que les Togolais ont tiré profit et vous en félicitez aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fo Gattuso, merci. Bonsoir Fouema, comment vas-tu? Fomé. Tu me dois une bière. Oh là là, quoi tu veux quoi? Pile, Saoyo, écoute. Regarde-moi ça, regarde-moi Fomé. Fomé, du courage, ok? Du courage, je suis honoré que tu sois le premier à oser faire ce genre de live. Nous parlons de révolution. Et quand il y a révolution, il va falloir que les rages se serrent, quoi. Que les Togolais comprennent que c'est avec la rage qu'on peut y arriver. Et qu'il n'y a rien qui serait donné. Fata. Il y a un fata. Parce que nous, on parle de la révolution. Donc, du coup, tu as fait le boulot. Courage à toi. Tavio, j'ai vu ta question. Quand tu disais à MC6, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont mis le truc là sur la tête de ce dingue-là. Oui, ta question. Et je l'ai accepté. Tu sais que je vais toujours l'accepter. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Concernant l'interview, non, moi, je suis un révolutionnaire. Je ne vais pas parler de comment ils ont répondu une question, comme Kossi a l'habitude de le faire. Non, moi, je ne suis pas dans ce débat. Comment on va faire pour éliminer Fonya Singbe? C'est ça, moi, mon débat. Donc, tout ce que moi, je sais que le Togolais arrive à comprendre. Et Dieu est en train de nous donner des chances, des Togolais comme Fomé. Oui, ce live, beaucoup ne vont jamais l'accepter faire. Et Fomé, toi, tu l'as fait. Et pas pour te donner du crédit. Non, mais pour te dire que continuer à aimer ton pays, c'est le Togo avant tout. C'est le Togo, on a vu, on est rentré dans cette lutte. C'est le Togo qui nous a poussé à rentrer dans cette lutte. Donc, du coup, ouais, qu'est-ce que je dis? Je demande à tous ces 800 personnes maintenant que dorénavant, venez voir des lives comme ça. Le Béret ne va pas sauver le Togo. Ça aussi, ça compte. Ça aussi, ça compte. Et que je pense que les frères ont dit des choses qui ressemblent maintenant à ce qu'on cherche, Fomé. Oui, c'est ça. Oui, quand j'écoute Togbevi dire. Oui, quand j'écoute Togbevi appeler Marc directement, lui dire, ouais, écoute, grand frère. Ce truc-là, maintenant, notre vie est en jeu. Comme nous, on a l'habitude de le dire depuis. Parler de Fonya Singbe, ça veut dire que demander le diable, quoi. Donc, vous voyez, je pense que Marc va écouter ce que Togbevi a dit. J'espère. Je ne maîtrise rien du train, je ne maîtrise rien de MC6. Pour ne pas dire que je ne suis pas contre eux.
Pour ne pas dire que, encore quoi, pour ne pas dire aux uns aux autres que cette lutte-là a besoin de tous les Togolais qui veulent faire la lutte, quoi. Venez, venez faire de la lutte. Venez, moi spécialement, je le dis, hein, venez faire la lutte, quoi. Et si c'est venez faire la lutte, je pense que les petits guéguerres vont s'arrêter et puis qu'on puisse bouger. Et aussi, je profite pour donner un message direct. C'est pas Amron qui a créé cette lutte, hein. Je le dis encore, c'est moi et moi qui le dis. Je sais ce que j'endure. Plus de 2 ans, moi et Fomen, ici. Sur des panels. Effectivement. Plus de La 2 ans. lutte a T'as vu en commencé bas. bien avant l'arrivée d'Amron. Oui, justement. Le message, c'est direct. Fomen, tu sais, non? Nous, on veut faire bouger le terrain. Le message est clair. C'est direct. Ne croyez pas que ce que Amron va dire va stopper quelque chose, hein, dans le cœur de moi et moi. Non, hein. Ça, enlevez ça dans la tête. Hein. Je comprends vos débats. Amron a dit, l'autre a dit, Mac a dit, Kodjo Itoken a dit. Nous, ici, on cherche des soldats. Vie réelle. C'est ce que moi, j'ai toujours dit. Et je suis prêt à donner tout ce que je peux donner. Maintenant, écoutez, peuple togolais, toi-même, tu connais ton problème. Cherche de résoudre ton problème au lieu de juste, hein, au lieu de juste adouber des humains. Nous sommes tous des humains. On va partir. On va laisser ce Togo. Que je me mêle ou je ne me mêle pas, hein, dans cette lutte, je vais partir. Donc, du coup, moi, je ne suis pas là pour dire, Togolais a dit, l'autre a dit, hein, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je suis venu juste pour te dire courage, ça va y aller. Merci, okay, ouais. Merci. Et je serai peut-être chez moi aussi. Oui, je serai peut-être tout de suite chez moi aussi, après que tu ne quittes, pour encore allumer chez moi. Ouais, pour allumer chez moi. Donc, j'invite tous ces Togolais. Merci beaucoup, Fomen. Bon boulot. Merci, Foema. Allez, le panel, Protavio. Ouais, je te reconnais. Pourquoi si les Togolais veulent une révolution, ils ne veulent pas que les gens leur expliquent ce qui leur arrive. C'est ça aussi, il faut mettre ça dans l'idéologie. Hein. Pourquoi si les Togolais rigolent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont préférés. Laisse tomber. T'as vu en bas comment ils sont pris. On doit dire la vérité. Quand si maudit. Oui, ah mais comment les gens vont jeter des pierres. Non, mais j'ai vu. On a incité Jean-Pierre Favre jusqu'aujourd'hui. Il est toujours là. Oui, il est là. Merci, Fokossi. Merci à vous. J'aime beaucoup ta réaction. Allez. Ouais. Merci Foema. Fokossi, merci beaucoup de rester de marbre et de ne pas répondre. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Oui, Fogatouzo, tu avais une petite motion. 30 secondes, vas-y. Oui, j'aimerais demander si vous avez préparé la question à propos du mouvement Fato Ato. Quelle relation y a-t-il entre... Oui, effectivement, j'avais... Bon, pour pas vous mentir, il restait à peu près 21 questions que j'ai pas pu poser. Donc, il fallait que je choisisse. Et comme Togbevi n'a pas trop parlé, bon, je voulais le laisser finir avec son affaire avec le pasteur Cephas. Mais oui, il y avait encore beaucoup de questions. C'est la première qu'ils viennent. Donc, bon, on peut pas tout poser en une fois. Ils sont restés longtemps, quand bien même ça n'a pas suffi. Mais maintenant qu'on a pris le contact, j'essaierai de les inviter peut-être une fois par mois ou une fois tous les 1 mois et demi pour qu'il y ait cette relation avec le peuple et qu'ils arrivent à parler au nom du M6 et non pas sur un panel à recevoir des gens, tout ça. C'est pas la même chose, quoi. Là, je pense que ce soir, c'est une émission pour une première, hein, pour eux qui sont comme ça face à face. Ils ont eu du mal au début. Ils étaient tendus. Ils croyaient que c'était un procès qu'on leur faisait. Ah, mais pourquoi vous parlez d'Amron? Oui, mais Amron, il a fait un live hier. Moi, je peux pas faire comme si Amron n'a pas fait de live. Il a dit des choses terribles aussi contre eux. Donc, il est important qu'ils répondent. Donc, ils étaient agacés au début, mais avec le temps, ça s'est bien huilé. La prochaine fois qu'ils viendront, on aura encore d'autres questions à leur soumettre, vous inquiétez pas, parce qu'on a envie de les connaître déjà, eux, qui ils sont. C'est important, hein, ce qu'on fait ici, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, qui se sont passées et qu'on apprend des choses, mais les acteurs de ces choses qu'on entend, on ne les confronte pas directement face à face. Alors moi, je n'ai pas la science infuse, donc ils ont dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. La sortie d'Amron, ils laissent les Togolais juger eux-mêmes. Ils nous laissent juger. C'est à chacun d'apprécier la sortie d'Amron. Moi, je peux leur poser des questions. Ils vont répondre en leur âme et conscience. Mais les questions ne sont pas faites pour les mettre mal à l'aise. Ils ont répondu à 5, 6, 7 questions. Ça va. Après, c'était trop pour eux. L'occasion se représentera et j'irai vraiment au fond des choses parce qu'il est important que les Togolais sachent ce qui se dit et quand quelque chose est dit publiquement, il est normal qu'on apporte une réponse aussi publique. C'est pour ça qu'il m'a semblé important de poser les questions sur Amron qui n'étaient pas prévues puisque le M6 devait venir hier et que hier Amron était en live. Donc si ils étaient venus hier, toutes les questions sur Amron n'aurait pas eu lieu, en tout cas les premières, mais j'en avais d'autres un peu plus bas qui étaient bien plus en arrière que le live de Amron hier. Voilà, mais on essaiera de reproduire la chose et il y aura encore d'autres questions, vous inquiétez pas. Merci. La Wemba, bonsoir à toi, bienvenue. Merci d'être monté. Qu'as-tu pensé de l'intervention de nos frères du M6 ce soir?
Bonsoir tout le monde. Merci Fomé pour nous avoir donné une fois encore l'occasion d'écouter ceux qui sont au devant de la lutte ou ceux qui ont, à un moment donné de notre histoire, posé un acte qui va ou concourt à la libération de notre cher pays. Bon, quant à ce qui concerne l'interview de ce soir, je dirais que c'est facile de faire son propre live et d'imposer son rhétorique. Ce n'est pas aussi facile quand on est interviewé où la rhétorique est imposée par quelqu'un d'autre. Donc, pour dire que pour une des rares fois où ils ont été soumis par... Ah, c'est un